Unité 1, Vivre ensemble. Page 13, document B. Ce sont les clients qui travaillent. Bonjour, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Nadja. Bonjour Nadja. Bonjour. Nadja est kinésithérapeute et elle a participé à l'ouverture du premier supermarché coopératif de France qui s'appelle La Louve. Alors Nadja, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur La Louve ? Alors, à La Louve, on va trouver tout type de produits. On va trouver des produits frais, à type de légumes et de fruits. Par exemple, nous sommes au début de l'été en ce moment, il y a des très bonnes cerises, des abricots, des pêches. Voilà, les étals commencent à être assez colorés. On va également trouver des produits frais comme de la viande. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce supermarché alternatif ? Alors, dans ce supermarché, l'idée, c'est de refuser que la grande distribution soit le seul moyen de se nourrir et de consommer, et de pouvoir consommer d'une manière différente, sans enrichir toujours voilà, les mêmes... Page 15, phonétique. Le mot phonétique et la virgule phonétique. Exercice 1. A. Il regarde les voitures et les spectateurs les pilotent. Il regarde les voitures et les spectateurs les pilotent. B. Il paraît très gentil. Il paraît très gentil. C. Une tasse de sucre. Une tasse de sucre. D. Page 15, exercice 3. Odile rêve au bord de l'île, lorsqu'un crocodile surgit. Odile a peur du crocodile, et, lui évitant un sigis, le crocodile croque Odile. Caille raconte ce roman, mais sans doute Caille l'invente. Odile alors serait vivante. Page 17, document G. À ta place, je déménagerai. Allô ? Allô Martine, c'est Julien. Julien ? Quelle bonne surprise. Comment vas-tu ? Ben, pas trop mal, mais je suis fatigué. Je n'ai pas bien dormi ces derniers jours à cause du bruit. Comment ça ? Tu sais, dans mon quartier, il y a des restaurants et des discothèques. Et avec le beau temps, il y a beaucoup de monde dans la rue le soir. Et même s'ils ne crient pas, impossible de fermer l'œil. Ça, c'est un gros problème. À ta place, je déménagerai. Oui, je me rends compte que c'est la seule solution. Mais ce n'est pas facile à trouver, un appartement. Je suis assez exigeant. Qu'est-ce que tu cherches exactement ? Eh bien, il me faut de la place. Et puis, je voudrais un logement assez lumineux, un 4e ou 5e étage. Ça ne doit pas être si compliqué. Hier, je suis allé dans quelques agences immobilières, mais les frais d'agence sont chers. Je n'ai pas vraiment les moyens en ce moment. Si tu veux un conseil, jette un... Page 19, document H, les cotes à projet. Mais avant cela, on va partir à Bruxelles, où nous attend notre correspondant permanent, c'est Valérie Le Rouge. Bonjour Valérie. On va parler d'une idée intéressante qui se développe sur les campus. Le principe, c'est de créer du lien entre les étudiants. On appelle ça les cotes à projet. Alors, est-ce que vous pourriez éventuellement nous en dire un peu plus sur ce projet, justement ? Éventuellement, Thierry. Les cotes d'abord. Les cotes, ce sont les appartements pour étudiants colocataires. Ce n'est pas de l'argot, c'est le mot officiel ici, dans les agences immobilières ou dans l'administration par exemple, on appelle ça donc les cotes. Et il y a des cotes un peu plus sympas que d'autres. À Louvain-la-Neuve, à 30 km de Bruxelles, dans les années 70, ils ont dédié des appartements à des colocataires qui voudraient porter un projet ensemble, mener une aventure pour qu'ils ne fassent pas seulement que cohabiter et partager le frigo. Et ça a créé une dynamique très intéressante sur le campus. Nous y sommes allés avec Thomas Leclou et Sylvain Winance. Reportage. Au milieu du campus, ces maisons en briques accueillent des étudiants en... Page 21, document L, téléphone, les bons gestes à adopter. Bonjour et bienvenue à la minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir les bons gestes à adopter pour l'utilisation d'un téléphone portable. L'objectif est de développer des comportements courtois par le respect de certaines règles de base et qui favorisent la civilité en milieu de travail.
Compte tenu de la grande diffusion du téléphone mobile et de la proximité de chacun avec cet objet, l'utilisation de celui-ci fait partie de l'éducation de la vie en société. Le respect des autres, des règles et des recommandations est nécessaire pour promouvoir une utilisation responsable et citoyenne du téléphone dans la société. Dans les endroits publics, veillez à mettre votre téléphone portable en mode vibration ou silencieux. Page 24, document M. Équilibrer son alimentation. Docteur Salman, bonjour. Bonjour. Vous êtes cardiologue nutritionniste à l'hôpital européen Georges Pompidou. À Paris, on sait bien que l'alimentation est un facteur clé de notre santé. Alors comment s'alimenter correctement? Quels sont les bons conseils? D'abord, ne pas trop manger, parce que vous savez, 30% de calories en moins, c'est 20% de vie en plus. Donc déjà, c'est tout simplement une question de quantité. Et pour réussir à avoir la main, il y a des coupes-fins naturels puissants qui marchent et qui permettent de garder un poids de forme toute l'année. Alors, quels sont ces coupes-fins, par exemple? Alors, il y en a beaucoup. J'avais parlé il y a longtemps du chocolat noir à 100%, mais aussi, par exemple, commencez votre repas par le dessert. Vous activerez ce qu'on appelle la glucokinase et vous avez l'impression que la fête est finie avant qu'elle commence, vous n'avez plus faim, tout simplement. Une banane fait parfaitement l'affaire dans ce cas-là. Vous citez aussi le clou de girofle? On peut sucer des clous de girofle parce que c'est connu des dentistes, mais ça anesthésie un petit peu au niveau des dents, mais surtout les papilles gustatives. On a moins faim, c'est comme de sucer un glaçon au début de repas, ça fait le même effet. Ça, ce sont les coupes fins. Et après, comment manger équilibré? Unité 2, le goût des nôtres, page 29, document B, une famille, 3 générations. Je viens du Cameroun et maman, elle tenait vraiment à créer un esprit de famille. On mangeait avec les cousins, les cousines à Noël, on retrouvait tout le monde, ceux qui étaient à Paris, ceux qui étaient en province, etc. Et puis, on est devenus grands. Et étonnamment, cette famille qu'elle a essayé de construire ici en France a volé en éclats. La deuxième génération, on est redevenu ces cellules à la française, quoi. Les parents et les enfants, puis de temps en temps, on retrouve les uns les autres. Et j'arrive à la troisième génération. Parce que je suis maman, voilà, j'ai 2 fils qui sont adultes et ils ont la notion de famille ancrée. Donc il y a quand même quelque chose qui s'est transmis. Page 32, phonétique, l'égalité syllabique et l'allongement de la voyelle accentuée. Exercice 1. A. Madagascar. B. Toronto. C. Mississippi. Page 32, exercice 3. Ga. Gamma. Gamana. Gamanapo. Gamanapoli. Gamanapolituro. Gamanapolituropi. Page 33, document F, à la recherche de ses racines. Ça y est, c'est décidé, je vais faire mon arbre généalogique. Ton quoi? Mon arbre généalogique. Ça fait 3 ans que mon fils me pose des questions sur nos arrière-arrière-grands-parents paternels et maternels. Et depuis quelque temps, il ne me lâche plus. Il y a 15 jours, il m'a dit qu'il m'aiderait à chercher. Et tu vas faire comment? Ce n'est pas comme si tu réunissais quelques personnes pour faire une photo de groupe. Tu vas demander à qui? Ta famille habite aux 4 coins de la planète. Oui, mais nous avons tous un aïeul en commun, et je sais qu'il a eu 3 enfants. Je vais partir de lui et remonter petit à petit les 3 branches. Tu ne te rends pas compte, c'est un vrai travail de détective. Tu tiens un nom, tu remontes vers un autre, et en quelques mois, tu peux obtenir déjà un résultat impressionnant. C'est une question de temps. Page 34, document H, photo de famille. Et nous plongeons ce matin dans les photos de famille où en quelques années on est passé, avec l'avènement du numérique bien sûr, de l'album ou de la boîte à biscuits à l'image sur écran. Bonjour Irène Jonas. Bonjour. Merci d'être notre invitée en duplex de notre studio de Paris. En tant que photographe et sociologue, vous vous passionnez justement pour l'évolution de ces chroniques familiales. La vie de famille n'était donc pas illustrée de la même manière à l'époque ?
Non, pas du tout. En fait, il y avait des moments qu'on pourrait appeler très institutionnalisés, au cours desquels la photographie avait lieu. Et par exemple, si on prend l'anniversaire des enfants, qui aujourd'hui est un moment extrêmement photographié, il n'était absolument pas photographié à la fin du 19e ou au début du 20e. Ça n'existait pas du tout des photos d'anniversaire d'enfants. Ça va aussi, alors vous l'avez dit, avec l'évolution qu'on a. Page 36, document J. Les grands-parents 2.0. De nos jours, les grands-parents 2.0 portent des jeans, explosent le record de jeu sur leur smartphone, travaillent et ont décidé qu'il y avait plein de nouvelles façons d'aborder ce rôle. Et bien justement, autour de cette table, on a invité des papiers, des mamies. On en parle avec nos invités, Jeanne Thirier du magazine Pleine Vie, Mijo, qui est la grand-mère d'Axel. Mijo, vous avez des cheveux gris magnifiques. Vous nous disiez il y a un instant que quand Axel, votre petit-fils, vous a appelé mamie, ça s'est fait comme ça. Ça ne vous a posé aucun problème. Vous me confiez également en antenne que vous ne vous êtes pas pris un coup de vieux quand vous êtes devenue grand-mère. Et en plus, vous avez des cheveux gris. Et vous avez les cheveux gris d'une mamie. Oui, tout à fait. C'est rigolo, mais bon, moi, c'est quelque chose qui m'a... j'ai toujours aimé les cheveux blancs de ma grand-mère. Ouais, voilà, je suis d'accord. Alors, c'est vrai, je renvoie l'image de quelqu'un de plus âgé. Mais c'est génial d'assumer et d'être à ce point, effectivement, épanouie et heureuse dans ce rôle. Ça remonte à mon enfance. Voilà, quand j'étais gamine, c'était vraiment mal vu qu'une femme garde ses cheveux blancs. Ouais. C'était négligé. J'entendais ça. C'était négligé. Les hommes, ils étaient séduisants, mais les femmes, elles étaient négligées. J'avais cette... Page 40, document L. Les émotions. Docteur Catherine Emblé-Périssol, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin psychothérapeute. Comment faire quand nos émotions nous submergent? La première chose à faire, c'est déjà reconnaître que l'émotion n'est pas là pour rien. C'est-à-dire de s'accorder à soi-même d'être ému, touché. Et donc d'être un être sensible. C'est normal d'avoir des émotions. C'est normal, c'est sain, c'est juste, c'est fait pour. Et donc plus nous essayons de résister, plus ça s'amplifie. Accepter d'être en colère, triste ou des choses comme ça. Accepter d'être vraiment touché, bouleversé même par rapport aux situations dans lesquelles nous sommes. Ça c'est vraiment le point le plus essentiel. Et après on fait quoi? Et juste derrière, c'est entendre que cette émotion est là pour quelque chose, qu'elle a du sens, qu'elle a une fonction. Et elle vient nous alerter à la fois sur la situation et sur le désir que nous avons d'entrer en rapport avec cette situation d'une certaine manière, avec une certaine tonalité. Et donc c'est là où on va entendre les notions de besoin, les notions de désir. Et c'est ce décodage que nous pouvons faire, mais nous ne pouvons le faire qu'à partir du moment où... Unité 3, travailler autrement. Page 45, document B. Après le coworking, voici le co-homing. Vous connaissiez le coworking, voici maintenant le co-homing. Le coworking, ce sont ces gens qui partagent un lieu pour travailler à la journée. Le co-homing, Philippe Duport, ce sont des particuliers qui accueillent d'autres travailleurs chez eux. Et le co-homing a même son festival qui démarre aujourd'hui. Alors on ne va pas se mentir, c'est encore très modeste. Il y a un site en France qui propose ce service, mais quand même 3500 inscrits dans 11 villes. Le principe est simple, vous l'avez dit, si on travaille tout seul chez soi et qu'on en a assez de l'isolement, qui n'est pas très bon pour la motivation et la créativité, eh bien on peut inviter, moyennant contribution, 1 ou 2 autres travailleurs indépendants à venir installer leur ordi sur un coin de table. L'idée n'est pas de fournir un bureau indépendant et une salle de réunion, mais juste une multiprise et de transformer son salon en mini open space avec wifi, café, thé et petits gâteaux. C'est pas très propice à la concentration tout ça. C'est ce que l'on peut craindre, que l'exiguïté des appartements à Paris en particulier ne permette pas de travailler au calme, mais il existe une étiquette sur Co-Home. Page 47, phonétique, l'énergie articulatoire, les consonnes finales. Exercice 1. A. Elles connaissent la maîtresse. B. Ils dorment chez les Delorme. C. Ils répondent dans une seconde. D. Elle sent qu'il est compétent. E. Il dort dehors. F. Il répond depuis Dijon. Page 47, exercice 2. A. Qui part à la chasse perd sa place. B. Il n'y a pas de fumée sans feu. C. Tel père, tel fils.
D. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. E. La nuit, tous les chats sont gris. F. Avec des si, on mettrait Paris en bouteille. G. Après la pluie, le beau temps. Page 48, document E. Job vacances. Madame Gély, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de projet à la mission locale du Nord, c'est bien ça? Tout à fait. Alors avec vous, nous allons parler des jobs vacances. Est-ce que c'est un vrai parcours du combattant en tant que jeune de trouver un job pour les vacances? Alors oui, c'est vrai que c'est un parcours du combattant. Il y a différentes difficultés qui peuvent apparaître. Donc déjà, il faut qu'ils prospectent très tôt. Donc ils sont encore scolaires, ils prospectent depuis le mois de mars pour essayer de trouver un emploi. Il y a la difficulté aussi de... Mars parce qu'en fait... les plus grandes entreprises font déjà leur recrutement pour les vacances, dès le mois de mars. Dès le mois de préparent mars, déjà leur d'accord, recrutement. très bien. Voilà, donc il y a cette difficulté-là. Il y a aussi le fait qu'il faut que les jeunes sachent se présenter. Ils ont tendance à avoir une certaine crainte envers les employeurs, se présenter devant un employeur, pouvoir lui parler. Et il y a certains jeunes qui ne sont pas encore préparés à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont beaucoup plus accessibles que d'autres? Alors il y a le secteur l'hôtellerie-restauration, le commerce, le tourisme aussi, qui ont tendance à recruter. Page 53, document K. Télétravail. Tu n'en as pas marre de passer toutes tes journées devant ton ordi? Non, mais je rêve. Tu crois peut-être que je joue aux jeux vidéo? Télétravail. Comment tu parles à ta mère? À mon époque, travailler, c'était aussi être solidaire et avoir l'esprit de groupe. On travaille tous dans cette maison. Bon, ça va. J'ai l'impression d'entendre mon boss. Non, mais tu pourrais pas venir me donner un coup de main? Why? Pardon? Bah, je disais why? Because j'arrive pas à faire mon planning. Pourquoi tu veux faire un planning? Pour que mes employés puissent s'organiser. Pourquoi tu demandes pas à Chloé? Parce qu'elle est en ligne avec des clients. Bon, d'accord. Qu'est-ce que je ne ferai pas pour te faire plaisir? Bon, alors, tu crées ton fichier, là, hop. Ensuite, tu vas voir, c'est enfantin. Tu proposes un calendrier, là, regarde, hop. Bouge pas, tu vas voir. Ça va être magique. Tu l'envoies à toutes les personnes concernées et, regarde, tu vas voir, bingo! Page 56, document M. Vimonjob.com. À l'heure qu'il est, Madame Beixou, économiste pour une grande banque à Paris, est déjà arrivée sur place. Quand nous l'avons rencontrée la semaine dernière, elle finissait sa formation de nouveaux métiers. Immersion totale pour apprendre à monter son entreprise, une start-up de thé chinois. Tu vois, par exemple avec la BPI. Là, je suis à la fin de mon immersion et je me sens beaucoup mieux préparée. Bien. Je pars vendredi prochain. Où? En Chine. Pour étudier sur le terrain, voir les possibilités auprès de mes fournisseurs. Monter une start-up, c'est vraiment un complexe, donc je ne savais pas par quel bout prendre. Et à ce moment-là, je suis tombée sur Vie Mon Job. Donc ça permet aux gens de prendre connaissance. Autre femme et autre enthousiasme, depuis toute petite, Tiffany de Malherbe rêve d'être fleuriste. Mais la vie en a voulu autrement, elle est devenue femme d'affaires et sa formation en boutique de fleuriste lui aura au moins servi à se connaître. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais une méconnaissance totale de ce métier. C'est un métier très physique, je soupçonnais pas. Même en plein mois de mai, on a très froid à cause de l'humidité. Unité 4, date limite de consommation. Page 61. Document B. Les vêtements éthiques. Salut Céline. Ah, salut. Ça va? Oui, super. Bon, tu es toujours partante pour une virée shopping dans les magasins de vêtements? Ah oui, j'ai plus rien à me mettre, c'est la catastrophe. Mais j'ai déjà fait un tour l'autre jour et je trouve qu'il n'y a rien dans les magasins. Tout se ressemble. Attends, tu sais, j'ai entendu parler d'une toute nouvelle boutique qui vient d'ouvrir. C'est une boutique de slow fashion. Il paraît qu'elle est géniale. Quoi? Qu'est-ce que c'est la slow fashion? Bon, c'est une nouvelle tendance
qui pousse les consommateurs à mieux réfléchir avant d'acheter des tonnes de vêtements pas chers, mais qui seront jetés rapidement et qui polluent. Et autre chose, il semble que tu puisses louer tes vêtements dans cette boutique. Quoi? Oh là là! Consommer responsable, tu sais que ça me plaît. Mais je ne suis pas sûre que ce soit très fiable. Est-ce que les vêtements sont dans un état parfait après avoir été portés plusieurs fois par d'autres personnes? Mais oui, de toute façon, il y a des garanties. Les vêtements disponibles dans la page 64, phonétique, l'enchaînement vocalique, exercice 1. A. Lundi, papa a allé à Amsterdam. B. Mardi, papa a allé à Annecy. C. Mercredi, papa a allé à Alger. D. Jeudi, papa a allé à... Page 64, exercices 2 et 3. 1. A. J'écris ici, j'ai écrit ici. B. J'éteins un incendie, j'ai éteint un incendie. C. J'ai une idée. J'ai eu une idée. D. J'ai une amie italienne. J'ai eu une amie italienne. E. J'ai une humeur noire. J'ai eu une humeur noire. 2. A. J'aimais et appréciais Ève et Elisa. J'ai aimé et apprécié Ève et Elisa. Page 66, document F. Nous visons 10 millions d'utilisateurs. Bonsoir Frédéric Mazella. Bonsoir. Vous êtes le fondateur et le président de Blablacar, leader du covoiturage. Vous avez 40 millions de membres aujourd'hui dans plus de 20 pays et vous lancez un nouveau service de covoiturage pour aller travailler. Donc plus seulement pour les longs voyages, mais pour aller travailler le matin et pour revenir du travail le soir. Ça existe déjà, vous avez des concurrents. Pourquoi vous lancez-vous là-dedans, Frédéric Mazella ? Alors, tout d'abord, c'est un service qui permet justement d'aller optimiser les places vides dans les voitures et sur les trajets domicile-travail, le taux d'occupation des voitures est encore plus faible que sur les trajets à longue distance. Donc, de toute manière, il y a une opportunité d'aller optimiser tout cet espace vide et faire des économies à tout le monde et diminuer évidemment les congestions et la pollution qui en découlent. Et donc, en fait, aujourd'hui, il y a plus de 13 millions de personnes en France qui vont tous les jours au travail en voiture et avec un taux d'occupation des voitures de 1,08, c'est-à-dire que 11 voitures sur 12 n'ont qu'un seul conducteur à bord. Donc 2 lignes pour expérimenter. Quel est votre objectif au-delà ? Alors l'objectif toute la France, comme pour le reste ou pas ? Alors on ira progressivement, c'est-à-dire que quand on lance un produit comme ça, évidemment, on ne peut pas se lancer du jour au lendemain avec un jour aucun. Page 68, document H. La désertification des centres-villes. Une petite commune touristique située en plein cœur de l'Ardèche. Annonay, 17 000 habitants, entre Lyon et Valence. Nous sommes en pleine semaine, un mercredi après-midi. Dans les rues, peu de monde. Difficile aussi de trouver un commerce ouvert. En 15 ans, le taux de boutiques inoccupées est passé de 7 à 21%. Dans chaque rue, des locaux à vendre, des panneaux à louer et des rideaux baissés. C'était beaucoup plus commerçant, plus agréable quand même. Maintenant, ça devient triste. Et autrefois, il y avait beaucoup de magasins, mais maintenant, il y en a pas. Pour prendre des fois 2-3 bricoles, on est obligé de prendre la voiture, alors qu'avant, on avait tout à côté, quoi. Symbole de cette désertification commerciale, la rue Boissy d'Anglas. Cette commerçante y tient une mercerie depuis près de 10 ans, et c'est un peu la dernière survivante de cette rue. Ici, il y a plusieurs années, il y avait une papeterie. Après, ça a été un pompe funèbre. Il est parti. Là, en face, il y avait une mercerie. Après, il y a eu un magasin de vêtements. Là, c'était une ancienne droguerie, mais qu'ils ont fermé en appartement. Tout est déserté ? Tout le monde, oui, tout le monde est parti. Page 72, document J. Suisse, un magasin gratuit.
Bonjour. Bonjour. Ça, je peux prendre? Oui. Alors, vous avez le droit à 5 objets. Dans cette petite boutique, inutile de chercher le prix sur l'étiquette puisque tout est gratuit. Catherine, bénévole qui gère la boutique, a beau répéter le concept, partir sans payer, ça laisse forcément un peu perplexe. Quand on leur explique justement que tout est gratuit, c'est là, bizarre, en Suisse. Oui, ça arrive, vous inquiétez pas, quoi, voilà, c'est cool. Livres, vêtements, vaisselle, parfums, DVD, jouets, des objets déposés par les uns, récupérés par les autres. L'idée, lancée par le centre socioculturel du quartier, a séduit Catherine. Elle habite le quartier et consacre plusieurs de ses soirées à la gestion de la boutique. Je trouve on va trop loin dans la surconsommation qui fait que de polluer encore et on n'est pas plus heureux en ayant toutes ces affaires-là, quoi. C'est pas ouvert qu'aux gens pauvres, c'est les gens vraiment qui ont cette philosophie de décroissance, quoi. On peut en acheter combien? 5, alors tu peux pas acheter, bonhomme. Ah. C'est gratuit. Oh cool, bah moi il m'en reste encore 4 à cool, on dit quoi? Merci. À seulement 9 ans, Alia et Dylan ont déjà bien compris le concept de la boutique gratuite. J'ai pris une lotion pour mon père après rasage et des savons. Page 74. Entraînement au DELF B1. La nouvelle tendance du friganisme. Partout en France, cette journée a été célébrée. Mais c'est à Paris que le Frigane Pony a exceptionnellement ouvert ses portes ce week-end. Un restaurant à l'histoire incroyable. Mathilde Gola, journaliste au Figaro Demain, vous avez poussé les portes de cet établissement éphémère qui ne cesse de renaître. Oui, effectivement, Emmanuel, je me suis rendue au Frigane Pony. Alors, ce restaurant est effectivement particulier parce qu'il ne cuisine qu'avec les invendus de Rungis et défend ainsi le principe du friganisme. Alors, Rungis, on le sait, c'est un des plus grands marchés alimentaires du monde. En revanche, le friganisme, qu'est-ce que c'est ? Alors en fait, Emmanuel, c'est très simple. Le friganisme consiste à ne se nourrir exclusivement que de produits qui auraient dû terminer à la poubelle. Et il y en a énormément. On considère que chaque année, 1,3 milliard de tonnes d'aliments sont jetés, ce qui représente à peu près un aliment sur 3 produits sur notre planète. Et en France, les chiffres sont aussi importants puisque c'est environ 7 millions de tonnes qui sont jetées chaque année à la poubelle. Alors Mathilde, Unité 5. Le français dans le monde. Page 77, document B. Une Belge au Canada. Bienvenue chez nos cousins québécois. Il paraît que c'est le peuple le moins déprimé de la Terre. Mais attention, en y allant, vous courez le risque de ne pas vouloir rentrer. C'est ce qui est arrivé à Sarah Milis. Bonjour Sarah. Bonjour Adrien. Est-ce que, quand on débarque à Montréal, d'abord c'est facile de s'intégrer et d'autre part, est-ce qu'il y a des différences fondamentale entre votre nouveau pays, le Québec, le Canada et puis la Belgique? C'est facile de s'intégrer parce qu'au final, on parle la même langue et on a une culture vraiment proche. Et puis en même temps, il y a tout ce qui est juste tous ces petits aspects qui sont pas pareils et qui sont déboussolants, comme par exemple les feux de signalisation ou les gens qui sont très sages aux arrêts d'autobus ou tout le monde qui tutoie tout le monde. Ou même à l'UNIF, parce que vous êtes prof à l'UNIF, vos élèves vous tutoient? Oui, même à l'université. Oui, en fait, ça a été encore plus déboussolant quand moi je suis arrivée comme en tant qu'élève à l'université, parce que j'arrivais d'un système où depuis toujours, j'avais vous voyez tout le monde, et puis à l'université, quand je vous voyais... Page 79, phonétique, les liaisons facultatives, exercice 1. A. Il est arrivé? Il est arrivé? B. Non, il n'est pas encore là. Non, il n'est pas encore là. C. Dites-nous quand il arrive, c'est important. Dites-nous quand il arrive, c'est important. D. Page 79, exercice 2. A. Tu viens à Paris? Pas encore. B. Je vais à Rio? Pas encore. C. Je vais amener Julie à la gare? Pas encore. D. Il est entré?
Pas encore. E. Elle est arrivée? Pas encore. F. Nous sommes arrivés? Page 80, document D. Des francophones en Océanie. Vanuatu est un des pays où les habitants sont les plus heureux au monde. L'Université Sussex et la Fondation pour une nouvelle économie en sont venus à cette conclusion en étudiant l'indice du bien-être durable. Vanuatu est un petit État du Pacifique Sud où le français a le statut de langue officielle. C'est aussi un territoire considéré comme un pays en voie de développement. Mais pourquoi les Vanuatais arrivent en tête du classement des gens heureux, loin devant des sociétés dites développées comme la France et le Canada? Eh bien, les Vanuatais vivent dans un milieu naturel d'une beauté exceptionnelle. On y retrouve entre autres une végétation luxuriante et de l'eau immaculée qu'ils ont su préserver et apprécier. Les Vanuatais vénèrent et vivent en harmonie avec cette nature généreuse et leur mode de vie laisse une faible empreinte écologique. Les Vanuatais seraient heureux, entre autres, car ils savent se satisfaire avec peu. Par ailleurs, ces insulaires du Pacifique accordent beaucoup d'importance à la vie communautaire, familiale et sociale. Les familles étendues et les communautés se rassemblent régulièrement pour des célébrations historiques. Page 82, document I. En direct de la station spatiale. Bonjour à tous. Je suis Thomas Pesquet à bord de la station spatiale pendant 6 mois pour la mission Proxima. Il y a dans le métier d'astronaute, comme dans le métier de pilote, une forte composante technique, mais il y a aussi une part de rêve et de poésie. Antoine de Saint-Exupéry l'a décrit mieux que quiconque dans ses écrits. Et c'est pour ça que je souhaitais lui rendre hommage au cours de ma mission. Tout d'abord, ses œuvres complètes m'accompagnent, et quand le travail de recherche scientifique ou de maintenance m'en laisse le loisir, je m'évade pour quelques instants de lecture en contemplant la Terre 450 km en dessous. Mais plus précisément aujourd'hui, je m'adresse aux jeunes et aux jeunes adultes pour présenter le thème du premier concours d'écriture lancé depuis l'espace en lien... Page 85, document L. Retour de Chine. Aline, c'est bien toi? Quelle surprise! Margot! Ben alors, tu es de retour? Comment tu vas? On ne s'est pas vu depuis que tu as fini ton master. Ton frère m'a dit que tu étais partie pour un stage linguistique en Chine. Tu parles chinois couramment maintenant? Mais non, c'est pas du tout ça. Après que j'ai eu mon master, j'ai postulé pour enseigner le français. Et j'ai eu presque tout de suite une réponse positive d'une école de langue à Shanghai. Je devais répondre très vite, avant la fin du mois. Je ne te cache pas que j'ai hésité avant d'accepter. C'était un peu stressant de partir comme ça à l'autre bout du monde. Comme je te comprends. Moi, chaque fois que je dois prendre l'avion, je stresse. Alors qu'objectivement, il n'y a pas de danger, non? Mais rien à faire. Après avoir entendu toutes ces histoires d'avions, je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Oui, d'accord. Mais ce qui me faisait peur, ce n'était pas tant le voyage. Page 88, document N. L'atelier Lingua Libre. Je me suis rendu au siège à Paris de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie, où se réunit une assemblée extrêmement sympathique. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un atelier ou une sorte de laboratoire de langue, Lingua Libre, qui essaye de collecter un certain nombre de mots et d'expressions qu'on utilise en français, mais pas forcément en France. Lingua Libre, donc, à l'Organisation internationale de la francophonie. Rémi, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous êtes en train de faire ? Oui, bien sûr. Donc en fait, le projet Lingua Libre a été initié par l'association Wikimedia France, donc qui soutient le développement de Wikipédia. Wikipédia est peut-être un symbole de la francophonie, puisqu'il n'y a qu'une seule version de Wikipédia en français, et les contributeurs viennent absolument de partout, du Canada, d'Afrique, de Suisse, de Belgique, voilà. Et donc nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait un souci, un manque de son sur Wikipédia. C'est quelque chose encore de très littéraire. Et donc, voilà, l'idée de ce projet, c'est que chacun de chez soi, à partir d'un site web, tout simplement, peut donner sa voix
fois en partageant des mots, des expressions, des locutions, voilà, tout ce que l'on souhaite. Et tout cela, toute cette collecte servira à documenter, illustrer Wikipédia et les projets frères. Monsieur, est-ce que je peux vous demander votre origine? Je suis belge et je fais beaucoup d'efforts pour avoir un Français de France. Mais pourquoi vous faites des efforts pour avoir un Français de France? Parce que vous travaillez en France actuellement? Parce que si je me mets à parler comme chez moi, ça va être compliqué à comprendre. Non, mais c'est ça qu'on cherche justement, que ici, justement à l'OIF, à cette organisation de la francophonie, un Belge puisse se sentir chez lui et parler peut-être comme en Belgique. Unité 6, Médias en masse. Page 93, document B. L'infobésité, le nouveau mal du siècle? Des souris et des hommes. Jean Pouli. Et pour la dernière chronique de la saison, on retrouve Jean Pouli. Bonjour Jean. Bonjour Lucie. Et vous allez nous parler aujourd'hui de l'infobésité. Serait-ce le nouveau mal du siècle? Écoutez, ce néologisme qui nous vient du Québec, en fait, résume assez bien une situation que la plupart de nos contemporains connectés vivent chaque jour. Sentiment d'être débordés, voire submergés par l'information, de subir un flot continu d'emails, de SMS, d'appels, de notifications dans les réseaux sociaux, sur son ordinateur, mais aussi sur son smartphone, à son bureau, et puis chez soi. Alors, depuis la démocratisation d'Internet, ces canaux d'information se sont multipliés, et ils s'ajoutent aux autres moyens d'information que sont la presse écrite, les radios et la télévision. Alors, faut-il être d'accord avec la devise selon laquelle trop d'informations tue l'information, ou bien faut-il s'interroger sur la... Page 95, phonétique, l'élision, exercice 1. A. Je peux pas dire ce qui se passe. B. Je sais pas ce que tu veux. C. Je suis pas sûre de ce que ça veut dire. D. Je veux pas répondre jusqu'à ce que je sache quoi dire. Page 96, document E. Un vol de bijoux défraie la chronique. Tu as vu ce qui s'est passé cette nuit? Non? De quoi tu parles? Du vol de bijoux de cette star de la télé-réalité américaine qui venait à Paris pour la Fashion Week. Tu veux parler de... Non. Si. Non, c'est pas possible. Elle s'est fait attaquer cette nuit dans sa chambre d'hôtel. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais raconte. Eh bien, cette nuit, vers 2h30 du matin, il y a 5 hommes, habillés avec des blousons de police, qui se sont pointés à son hôtel et qui ont demandé aux veilleurs de nuit de leur ouvrir la porte. Et alors? Il a ouvert? Il n'a pas trouvé ça bizarre que la police débarque à 2h30 du mat? Oui, il a ouvert car il était menacé par une arme. Oh là là! Et il s'est fait agresser? Ben oui, et ça ne s'est pas arrêté là. La star aussi. Tu es sérieux? Raconte. Ils l'ont enfermé. Page 101, document J. D'où viennent les fausses informations et comment les reconnaître? France Info. La semaine de la presse et des médias à l'école débute aujourd'hui, des médias parfois pointés du doigt. On l'a vu ces derniers temps lors de la campagne présidentielle aux États-Unis, mais aussi en France. L'une des critiques qui revient, c'est que la presse relayerait de fausses informations. Ça interroge Valentin, Romain et Raphaël en 5e dans un collège du 13e arrondissement de Paris. Ce sont nos intervieweurs du jour dans France Info Junior avec Un jour une actu. Ils sont au micro d'Estelle Faure et pour leur répondre, Eric Kervelec. Bonjour Eric. Bonjour. Directeur de la rédaction de France Info. C'est Romain qui se lance le premier. Comment est-ce qu'on peut savoir si une information est vraie ou fausse? En la vérifiant, je pense que c'est l'essentiel, et d'ailleurs c'est la base de notre métier de journaliste. C'est ce qui fait la crédibilité d'un média par rapport à un autre finalement. Alors c'est tellement important de vérifier qu'ici à France Info, on a même décidé de constituer une équipe de journalistes spécialisés dans la vérification. Ils sont une 12aine, et leur mission numéro 1, c'est de trouver des sources qui accréditent la véracité d'un fait. C'est une agence interne de vérification, on l'appelle comme ça d'ailleurs entre nous. Alors ils ont la pression. Page 104, document L, le mot de la semaine, la presse.
Nous sommes samedi et le samedi, Florent, nous avons rendez-vous avec le mot de la semaine d'Yvan Amar. Et ce soir, Yvan revient sur l'origine du mot presse, la presse écrite qui se porte un peu mieux en France. Yvan Amar. Bonne nouvelle pour la presse française qui va mieux, notamment la presse quotidienne nationale, c'est-à-dire les grands journaux qui paraissent tous les jours et sont diffusés, sont achetés partout en France. Alors, quand on parle de presse dans cette information, on redonne au mot son premier sens, qui vient de presser, c'est-à-dire appuyer fortement. Alors, on utilise le mot pour des appareils divers, un presse-citron ou un pressoir à raisin, mais aussi une presse à imprimer, puisqu'il faut fortement appuyer, faire pression sur les caractères d'imprimerie pour que l'encre laisse sa trace sur le papier. C'est le premier système qu'on a utilisé. Alors, le mot a été associé à une activité quotidienne assez vite, et dès le début du XVIIIe... Unité 7, et si on partait ? Page 109, document B, le voyage aérien du futur. France Info. Bonjour Jérôme Colombin. Bonjour Marie, bonjour à tous. À quoi ressemblera le voyage aérien dans le futur? Au salon Vivatech, Air France dévoile sa vision du transport aérien à l'heure du numérique. Oui, et Marie, le transport aérien, aujourd'hui, il faut bien l'avouer, c'est quand même souvent plutôt synonyme de contraintes, de contrôle de sécurité compliqué, de confort limité, surtout en classe éco, de surréservation, etc. Eh bien, dans le futur, tout ça, ça ne devrait pas vraiment changer, en réalité. Merci, au revoir. Voilà, désolé. En revanche, ce qui va se passer, c'est intéressant, c'est qu'on va aller vers plus de dématérialisation. Par exemple, on pourra bientôt, et ça c'est quasiment fait, recevoir sa carte d'embarquement par Facebook Messenger. C'est ce qu'est en train de mettre au point donc la compagnie Air France KLM. On pourra aussi dialoguer avec une intelligence artificielle, un chatbot, lorsqu'on aura besoin d'avoir des renseignements pratiques, par exemple savoir ce qu'on a le droit d'emporter ou pas dans tel ou tel pays, où sont passés nos bagages, s'ils sont perdus, etc. Air France KLM se targue d'être la première compagnie au monde à proposer ce service qui devrait donc arriver très rapidement. Et ces chatbots qui vont permettre de faire aussi plein d'autres choses. Oui, ils pourront, par exemple, gérer aussi les problèmes de retard d'avion. Exemple, vous avez un souci, un avion annulé, retardé, etc. Eh bien, selon que vous souhaitez rentrer... Page 111, phonétique, les liaisons interdites. Le H. Exercice 1. A. Les hommes, les héros. Les hôpitaux, les hasards. Les horaires, les hauteurs. Les hôtels, les Hongrois. Les heures, les Hollandais. Les herbes, les haricots. B. L'humour, le hockey. L'humeur, la honte. Page 111, exercice 2. A. Les haricots sont-ils en haut? Les haricots, ils sont dehors. B. Les Hollandais sont-ils en haut? Les Hollandais, ils sont dehors. C. Les Hongrois sont-ils en haut? Les Hongrois, ils sont dehors. D. Les héros sont-ils en haut? Les héros, ils sont dehors. E. Les hérissons sont-ils en haut? Page 111, exercice 3. Il était une fois un hibou et un hérisson qui avaient le hoquet. Page 112, document E. Quelques bons plans pour préparer ses vacances. Anne Le Gall, bonjour. Quoi de neuf avec vous? C'est l'heure d'évoquer les innovations en matière de consommation. Ce matin, on parle des derniers bons plans du net en matière de tourisme. Oui, certains sont peut-être déjà en train de penser à leurs vacances d'été. Alors, on fait le point sur quelques bons plans. Alors, au-delà des Airbnb, Blablacar et puis tous les sites de promo qu'on trouve sur Internet. Premier bon plan,
C'est un site qui a été primé lors du forum du tourisme numérique la semaine dernière à Deauville. C'est Optionway, ou Optionway en français. C'est un site de réservation de billets d'avion sur lequel c'est vous qui indiquez le prix que vous souhaitez payer pour votre trajet. Vous avez par exemple déjà vu des Paris-Sydney à 800 €. Alors vous posez une option Paris-Sydney 800 € à vos dates et avec les critères d'escale. Et vous attendez. Et à partir de ce moment-là, le site mouline 24 heures sur 24 pour vous auprès de 180 compagnies aériennes pour savoir s'il n'y a pas un billet à 800 € qui sera en vente quelque part à un instant T, même si ça dure quelques minutes, parce que la volatilité des tarifs aériens est telle qu'il y a de fortes chances que ce billet existe à un moment donné. Alors comme vous avez laissé vos coordonnées bancaires et que quand le site trouve le billet, eh bien il le prend. Et c'est sûr que c'est pour moi le billet. Page 113, document G. Tour de France. Salut Gilles, tu vas bien? Salut Marc, oui, super, je rentre de vacances. On a passé une semaine au ski dans les Pyrénées, c'était sublime. Justement, tu pourrais m'aider à organiser un petit tour de France en voiture? Il y a mes amis ukrainiens qui viennent me voir en Belgique, et ils voudraient bien visiter la France aussi. C'est pour quand le voyage en France? En mai. Je saurai les dates exactes début avril. Pour combien de temps? Une semaine. À ta place, j'éviterais le début mai. Il y a beaucoup de jours fériés et de ponts, avec le 1er et le 8 mai. Idéalement, si tu as le choix, je dirais la deuxième quinzaine de mai. Et au départ de Belgique, si j'étais toi, je commencerais par Strasbourg. La balade en bateau, la cathédrale, la choucroute. Et ensuite, Paris, j'imagine? Oui, mais à Paris, il y a tellement de choses à voir qu'il faudrait faire un choix. Tu devrais te renseigner auprès de tes amis sur ce qu'ils aimeraient voir à Paris. Page 114, grammaire, la condition, l'hypothèse. Exercice 4. Exemple. Pour éviter les embouteillages, partez très tôt. Si vous partez très tôt, vous éviterez les embouteillages. A. Pour apprendre une nouvelle langue, partez à l'étranger. Si vous partez à l'étranger, vous apprendrez une nouvelle langue. B. Pour mieux découvrir ce pays, choisissez bien votre itinéraire. Si vous choisissez bien votre itinéraire, vous découvrirez mieux ce pays. C. Pour mieux profiter de votre séjour, rencontrez des locaux. Si vous rencontrez des locaux, vous profiterez mieux de votre séjour. D. Pour voyager léger, prenez le strict nécessaire. Si vous prenez le strict nécessaire, vous voyagerez léger. E. Page 114, exercice 5. Exemple. Je ne suis pas en vacances, je ne vais pas à la montagne. Si j'étais en vacances, j'irais à la montagne. A. Il ne fait pas beau, je ne sors pas. S'il faisait beau, je sortirais. B. Je n'ai pas d'argent, je ne voyage pas. Si j'avais de l'argent, je voyagerais. C. Je n'habite pas au bord de la mer. Je ne vais pas tous les jours à la plage. Si j'habitais au bord de la mer, j'irais tous les jours à la plage. Page 120, document L. Le voyage à vélo. Il a passé 16 ans de sa vie à voyager sur son vélo, dont 7 années consacrées à faire le tour du monde. Et quand il ne pédale pas, Claude Marthaler écrit d'une belle plume pour raconter ses voyages et ses rencontres. À 56 ans, le grand gaillard suisse aux longs cheveux frisés n'a jamais cessé de vivre pour et par les voyages à vélo. Quand on est en voyage à vélo, on a l'impression des fois d'être hors du temps.
surtout quand on est sur je veux dire, un haut plateau, ça peut être au Tibet ou en montagne surtout, on a cette piste qui est sans fin, après un haut col, ça redescend dans une autre vallée, enfin on a vraiment, on se sent tout petit, on est réellement tout petit face à cette immense nature et on a l'impression de vivre pleinement en fait, d'avoir notre place réelle, elle est là en fait, on est aussi, c'est une géographie respiratoire, on est très à l'aise, on pédale et puis on n'a pas trop de questions à se poser en dehors du fait qu'il faut s'arrêter, trouver un coin peut-être à l'abri du vent, faire un feu, continuer le lendemain et puis donc ça amène à une certaine... Unité 8, la planète en héritage. Page 125, document B. Pour la première fois, un papier témoigne sur ses nombreuses vies. 5 vies? Bien sûr qu'un papier peut vivre 5 vies. Parfois plus même. Moi j'ai eu la chance de démarrer en journal, un quotidien. Oui, c'est pas une vie très longue, mais c'est intense. C'est un très bon souvenir. Et puis après j'ai été un annuaire, pendant 2 ans. Il y a longtemps, j'ai été un joli petit roman, en poche. Pas un grand succès, mais un premier roman, c'est toujours émouvant. Voilà. Après tout ça, me voilà en prospectus. Une vie simple et pratique, quoi. Non, bien sûr, on sait jamais à l'avance. On mérite tous de vivre plusieurs vies. Page 127, phonétique. Les intonations montantes et descendantes. Phrase interrogative. Exercice 1. A. Tu as compris. B. Tu as compris? C. Est-ce que tu as compris? D. Il a raison? E. Pourquoi il a raison? F. Il a raison. Page 127, exercice 2. J'irai, je n'irai pas. J'irai, je n'irai pas. Je reviendrai. Est-ce que je reviendrai? Je reviendrai, je ne reviendrai pas. Pourtant, je partirai. Serais-je déjà parti? Parti, reviendrai-je? Et si je partais? Et si je ne partais pas? Et si je ne revenais pas? Elle est partie, elle. Elle est bien partie. Elle ne revient pas. Est-ce qu'elle reviendra? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'elle revienne. Toi, tu es là. Est-ce que tu es là? Page 129, document E. Quand le brouillard devient eau. Transformer le brouillard en eau dans les régions qui en manquent, c'est étonnant, mais c'est possible grâce à des filets de plusieurs mètres de haut posés en altitude. C'est le pari relevé par une association marocaine dans le sud-ouest du pays, Charlie. Oui, plus précisément dans la région de Sidi Ifni. Alors c'est une région semi-aride, proche de l'océan Atlantique. Et là-bas, il faut parcourir plusieurs kilomètres avant de pouvoir trouver une source d'eau. Mais la région dispose bien d'une ressource, un atout qui était peut-être jusque-là sous-estimé, le brouillard. Et oui, elle vit dans le brouillard plus de la moitié de l'année. Alors pourquoi ne pas capturer ce brouillard, cette brume, pour en faire de l'eau potable? Eh bien, c'est l'idée d'une association, l'association d'Arcimate pour le développement, l'éducation et la culture, qui a décidé donc de se lancer dans cette collecte inédite. En 2011, elle installe ses premiers filets à brouillard, comme on les appelle, au sommet d'une montagne de la région. Et c'est le président de l'association, Aïssa Derem, qui nous raconte comment l'idée lui est venue. J'avais entendu parler d'expériences qu'on faisait au Chili pour ramasser de l'eau. Mais en retournant dans le village de mes parents, j'ai entendu dire que au-dessus de notre village, il y a une montagne qui a fait à peu près... Page 133, document J. Copropriété de rêve. Tu sais où j'étais ce week-end? Non, raconte. Eh ben, figure-toi que je suis allé à Monaco. Toi, l'amoureux de la campagne et de la verdure? Qu'est-ce que tu es allé faire dans ce royaume du béton? On dit que c'est l'endroit le plus urbanisé au monde. On a été invités avec ma femme par des amis qui y habitent. Et alors là, surprise, ils habitent un écoquartier dans un immeuble classé habitat durable. Et qu'est-ce que ça veut dire?
Eh bien, tout d'abord, les copropriétaires de l'immeuble ont végétalisé le toit avec des bacs à légumes et des jardinières. Et ensuite, ils ont planté des arbustes tout autour pour les protéger du vent. Ça fait un bel espace en hauteur. En plus, on peut y organiser des apéros hyper sympas. En pleine ville, tu as une sorte de jardin suspendu. D'ailleurs, les habitants pensent même y installer une ruche pour avoir du miel fait maison. C'est eux qui cultivent tout ça? Eh oui, pas de produits chimiques. Page 136, document L. Une déchetterie transformée en supermarché inversé. Nous n'avons pas de problème de ressources, nous avons un problème de poubelle, résume l'économiste Pierre-Noël Giraud. Produire moins de déchets ou l'air recyclé, même si les matières secondaires issues du recyclage du plastique ou de la ferraille ont du mal à concurrencer les matières premières redevenues peu chères, les collectivités innovent pour limiter l'enfouissement des déchets très coûteux. Dans le sud-ouest de la France, une déchetterie s'est transformée, première mondiale, en supermarché inversé. Éric Buffo, directeur du développement du syndicat intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais, rebaptisé Smigval Market. On a revisité de fond en comble. Unité 9. Un tour en ville. Page 141, document B. Verbalisé pour avoir voulu donner un livre. Fin janvier, j'étais dans le quartier de Barbès, j'avais un beau livre de portraits politiques que je ne voulais pas moi-même, et j'ai fait ce que je fais fréquemment, j'ai déposé ce livre bien en vue sur un bord de trottoir en espérant que très rapidement quelqu'un l'adopte et que ce livre trouve son propriétaire. Et comme pour moi c'est pas un acte répréhensible, j'ai pas pensé à regarder autour de moi avant de le faire, et il se trouve que 10 mètres plus loin il y avait une dizaine de policiers municipaux qui étaient en opération spéciale, zéro incivilité, zéro indulgence dans ce quartier-là. Et donc l'un d'entre eux m'a interpellée en me demandant si c'était moi qui venais de poser le livre, ce que je n'ai pas nié, puisque pour moi c'est presque un acte citoyen de faire ça. Et c'est là qu'il m'a expliqué que c'était interdit, que c'était un dépôt illégal et que donc j'allais être verbalisée. Donc il a dressé le procès verbal, il a pris le livre en photo comme preuve de l'infraction. Et vous avez reçu donc la contravention. Quelques jours plus tard, une dizaine de jours plus tard, j'ai reçu une contravention de 68 €. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Page 144, phonétique. Les courbes intonatives. Exercice 1. A. Le centre-ville est là. B. Le centre-ville est là. C. Page 144, exercice 2. A. Il a réussi. 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 B. Elle est malade. Elle est malade? Elle est malade? Elle est malade. Elle est malade. C. On ferme le centre commercial. On ferme le centre commercial? On ferme le centre commercial? On ferme le centre commercial. Page 144, exercice 3. J'ai eu mon permis. Tu as eu page 146, document G. Trouver sa place dans l'espace public. Tiens, regarde cette brochure de la mairie de Paris. Guide référentiel, genre et espace public. De quoi est-ce que tu parles? Mais rappelle-toi, l'autre jour, je t'avais parlé de ça. Comment voir si un lieu public ou même une ville peuvent être considérés égalitaires? Mais évidemment, l'espace public, il est public. Donc, il est à tout le monde. Oui, mais lis les questions de cette brochure. Par exemple, une question essentielle. Est-ce que les femmes bénéficient des mêmes installations et structures publiques que les hommes? Ah oui, je commence à comprendre. C'est une question importante, je crois, pour que chaque citoyen puisse trouver sa place dans l'espace public. Il n'y a pas que la distinction homme-femme, d'ailleurs. Oui,
En fait, tu as raison. Il y a les personnes âgées, par exemple. Est-ce qu'elles ont, comme nous, les plus jeunes, un accès égalitaire à l'espace public? C'est une bonne question, ça aussi. Voilà, c'est un excellent exemple. C'est vrai que quand je pense à mes grands-parents, je constate la difficulté qu'ils ont à se déplacer dans la ville déjà. Les trottoirs, page 148, document I. JR fait entrer le street art au musée. Aujourd'hui dans À l'affiche, un artiste qui s'est fait connaître en collant les portraits d'anonymes en noir et blanc sur les murs du monde entier. Des favelas de Rio à la pyramide du Louvre, des bidonvilles du Kenya à Manhattan. Son travail aussi éphémère que monumental interpelle, avec toujours en toile de fond cette volonté de rapprocher les cultures. JR expose en ce moment une fresque monumentale, 150 mètres carrés, 750 portraits rassemblés, ceux des habitants de Clichy-Montfermeil, cette ville de banlieue parisienne, épicentre des émeutes qui secouèrent la France en 2005. Après quelques semaines passées dans le très tendance Palais de Tokyo à Paris, l'œuvre sera ensuite installée de manière pérenne à la cité des Bosquets de Clichy-Montfermeil. JR, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un peu de votre plaisir. temps. Alors, on est devant cette gigantesque fresque, je crois que c'est 38 mètres de long. Page 152, document K. Street art ou graffiti? Vandalisme ou expression artistique? Bonjour les voisins, les voisines, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et pour commencer la semaine, on descend dans la rue avec le street art. Longtemps, les graffitis, les tags, les fresques ou encore les pochoirs sur les murs dans les villes ont été considérés comme du vandalisme, mais cette époque est bien révolue, c'est la consécration de l'art de la rue avec des festivals dans le monde entier, des galeries dédiées et des musées aussi qui s'ouvrent à Paris en octobre dernier. On a découvert le premier anti-musée d'art urbain AR42 et de pair, donc ça va de pair avec cette reconnaissance du mouvement. Du coup, certaines œuvres murales se négocient aujourd'hui à prix d'or. Alors comment expliquer le succès de ces artistes alors que ces peintures vivaient à la lisière de l'illégalité? Quelle différence entre graffiti, street art et comment l'art urbain est devenu une culture à part entière et comment ces peintures ont transformé nos villes? Alors beaucoup de messages arrivent sur Facebook. On a Tidiane de Thiès au Sénégal qui nous dit qu'il aime voir tous ces graffitis qui se déploient beaucoup d'imagination. C'est vraiment de la... Unité 10, soif d'apprendre. Page 157, document B. Choisir son orientation. Je m'appelle Cathy, j'ai 41 ans, je suis titulaire d'un DUG en littérature et civilisation étrangère que j'ai obtenu à l'âge de 23 ans. Et puis je me suis mariée, j'ai eu 3 enfants et pendant de nombreuses années je me suis occupée de ma famille. Aujourd'hui mes enfants sont plus grands, ils sont plus autonomes, ce qui me permet de penser à mon avenir professionnel et la voie de la fonction publique est pour moi une opportunité puisqu'elle ne demande pas d'expérience. Page 160, phonétique, la prononciation de U. Exercice 1. A. Cet examen était dur et stupide, mais je l'ai eu. B. Zut alors, je dois encore chuchoter. C. Tu m'assures que c'est vraiment tout? D. Elle a dû mettre une... Page 160, exercice 3. A. Où vois-tu une grue? Musée. Je vois une grue au musée. Et toi? J'ai vu une grue au musée hier. B. Où lis-tu cette nouvelle? Tribune du Midi. Je lis cette nouvelle dans la Tribune du Midi. Et toi? J'ai lu cette nouvelle dans la Tribune du Midi hier. C. Où aperçois-tu cet individu? Rue. J'aperçois cet individu dans la rue. Et toi? J'ai aperçu cet individu dans la rue hier. D. Où joues-tu de la flûte? Voiture. Je joue de la flûte dans la voiture. Et toi? J'ai joué de la flûte dans la voiture hier.
E. Où bois-tu du jus de prune? Cuisine. Je bois du jus de prune dans la cuisine. Et toi? J'ai bu du jus de prune dans la cuisine hier. F. Où crois-tu qu'il se trouve? Pérou. Je crois qu'il se trouve au Pérou. Et toi? J'ai cru qu'il se trouvait au Pérou hier. G. Où résous-tu tes problèmes? Institut. Je résous mes problèmes à l'Institut. Et toi? J'ai résolu mes... Page 162, document E. Qu'est-ce qu'un MOOC? De quoi parlons-nous aujourd'hui, Nancy? Eh bien, on va parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et qui ne cesse jamais de nous intéresser. Il s'agit des MOOC. On en avait déjà parlé. Ce sont les formations en ligne. Voilà. Donc, on va déjà reprendre un petit peu les basiques. On va expliquer ce que veut dire MOOC. Oui, ça veut dire quoi, ça? M-O-O-C. Ouais. Massive Online Open Courses. Alors, Massive Online Open Course. Ouais. Donc, ce sont des cours collectifs en ligne. Je le redis, ils ne sont pas à confondre avec les sessions de e-learning, puisque les sessions de e-learning se font à votre rythme. Les MOOC sont des cours de date à date auxquels il est nécessaire de s'inscrire et auxquels il est nécessaire d'être présent. D'accord. C'est pas la même chose. Donc voilà, cette différence étant rappelée, je vous ai trouvé un outil super utile, un annuaire de MOOC. Un annuaire de MOOC. Mais oui, parce qu'il y a MOOC pour et les MOOC. Référencer. Ah exactement. Je vais taper dans le moteur de recherche de l'annuaire en ligne l'intitulé et on va voir si un MOOC existe. Mais mieux encore, ils vont nous préciser les dates de session. Il va nous préciser exactement à quel type de MOOC. Page 165, document I. Les jeux sérieux. Hey, salut Agnès. Bonjour Marco, comment vas-tu? Super, je n'ai rien fait ce week-end et ça m'a fait beaucoup de bien. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, figure-toi que je suis allée au salon du jeu vidéo. Hein? Mais ce n'est pas du tout ton truc. Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? En fait, j'ai accompagné mon neveu avec qui j'organise des jeux de rôle. Il voulait absolument voir les nouveaux jeux de stratégie. Mais tu sais que j'ai découvert des jeux extraordinaires. Quoi? Tu vas devenir accro à ces jeux pour adolescents? Non, je ne te parle pas des jeux habituels. Tu connaissais les jeux sérieux, toi? Non, ça ne me dit rien. Eh bien, toi qui es prof, ça pourrait t'intéresser. Explique-moi un peu. Alors, un jeu sérieux, c'est un jeu vidéo grâce auquel on peut apprendre des choses ou développer des compétences. C'est un jeu à la fois ludique et pédagogique. Non, ça m'a l'air intéressant. Et qu'est-ce que tu peux apprendre, par exemple? Bon, je ne me souviens pas de tout. Il y avait vraiment beaucoup de jeux. Dans le domaine de l'histoire, j'ai essayé Vivre au temps des châteaux forts. C'est un jeu dans lequel les étudiants découvrent le Moyen-Âge. Page 168, document J. 50 bougies pour le Belk. Bonjour, bienvenue dans cette danse des mots qui aujourd'hui a fait le voyage de Nantes. Nantes, dans l'ouest de la France, aux confins de la Bretagne et de l'ancienne Vendée. Nantes qui accueille les sessions du Belk pendant tout le mois de juillet. Et le Belk est un organisme qui s'occupe de former des professeurs de français langue étrangère. Bonjour Anna et Victor, vous êtes tous les deux professeurs de français, vous êtes tous les deux espagnols et vous voilà à Nantes donc pour cette session du Belk. Comment est-ce que vous êtes arrivés là, Anna? Oui, eh bien, moi c'est ma 3e année. J'aime beaucoup justement les modules qu'on propose ici au Belk. Et surtout, pour nous, c'est très important d'échanger des expériences avec des professeurs qui viennent de beaucoup de pays, de 52 pays, parce que ça nous enrichit énormément. Alors, qu'est-ce que vous échangez? Des ficelles du métier, des expériences, des façons de faire C'est un peu tout, oui, des ficelles, des expériences. On travaille en groupe, en petite équipe, et on se rend compte que c'est vrai qu'on travaille plus ou moins pareil, mais il y a quand même des petites différences. Et vous, Victor, vous êtes aussi familier de ces sessions de formation du Belk? Page 170. Entraînement au DELF B1. Compréhension orale. Exercice 1.
Alors, Aude, tu as trouvé un stage finalement? Oui, au dernier moment. Mais c'est un super stage. Je pars à Londres. Oh, tu dois être contente. J'adore cette ville. J'y suis allée plusieurs fois en vacances. Où vas-tu faire ton stage exactement? J'ai été prise dans une banque, au service marketing. Tu dois être contente. Tu avais l'air désespérée la dernière fois. Oui, je suis vraiment soulagée. C'est grâce à mes contacts sur le réseau social LinkedIn. Tu connais? Oui, vaguement, mais je ne suis pas inscrit. Ça marche bien pour trouver du travail, il paraît. Oui, ça peut marcher, mais il faut être assez actif, mettre à jour ses contacts, et surtout aller chercher dans les contacts de tes contacts. C'est comme ça que tu as réussi à trouver ton stage? Oui, un camarade de promotion avait un contact à Londres. Un ancien étudiant de mon école qui travaille dans cette banque depuis quelques années. Donc ça marche. Page 170, exercice 2. Chers auditeurs, voici venue l'heure de votre chronique Apprendre avec Élodie Morin. Bonjour Élodie. Bonjour Jean-Pierre. Alors, de quoi allez-vous parler aujourd'hui? Eh bien, je vais donner quelques conseils à tous ceux qui voudraient apprendre une langue étrangère, mais qui ne peuvent pas ou ne veulent pas s'engager à suivre un cours collectif à des horaires fixes sur une année ou un trimestre, soit parce qu'ils ne sont pas assez disponibles, soit parce qu'ils n'aiment pas les cours classiques. C'est le cas de beaucoup de gens, j'en suis sûr. Eh bien, il y a plusieurs possibilités. D'abord, les cours en ligne à la demande. Comment ça, à la demande? Eh bien, certaines plateformes de e-learning, comme courssurmesure.fr, proposent des cours selon vos disponibilités. On vous assigne un professeur et chaque lundi matin, vous décidez avec lui des horaires de cours pour la semaine à venir. Et après, le cours se fait par vidéoconférence, avec Skype par exemple. C'est bien pratique ça, pour les gens qui ont des horaires irréguliers. Effectivement. Alors ce type de formule, c'est pour suivre un vrai cours particulier. Si ce que vous voulez, c'est entretenir votre niveau d'anglais, d'allemand ou d'espagnol, sachez que les activités de loisirs en langue étrangère sont de plus en plus prisées. Vous faites du yoga? Mettez-vous au yoga en anglais. Et pourquoi pas un cours de cuisine en italien, ou encore un cours de dessin en japonais? Sur le Unité 11. Il va y avoir du sport. Page 173, document B. Les Français, champions des loisirs? Elisabeth, je le disais ce matin, vous nous parlez de loisirs, du temps pris pour soi, et c'est une étude réalisée dans 22 pays et qui, en ce qui concerne la France, va à l'encontre de pas mal de clichés. Eh bien, effectivement, on pense les Français un peu cossards, fainéants, aptes à se la couler douce. Cossards, c'est un beau terme, ça, un très bel adjectif. Eh bien, pas du tout, nous ne consacrons qu'un peu plus de 16 heures par semaine à nos loisirs, que ce soit un cinéma entre amis, un petit tennis, une sortie en famille. C'est assez peu, sachant que la moyenne mondiale est de 21 heures par semaine. On est très en dessous là. Nous sommes très en dessous. Pour avoir une idée du classement, sachez que ce sont les Danois avec 33 heures en moyenne de loisirs par semaine qui sont en tête. Et la Bolivie, loin derrière, avec seulement 12 heures. Donc on fait à peine mieux que les Boliviens, si je suis bien. Qu'est-ce que ça nous dit de nous, ce classement, Elisabeth? Deux choses. D'abord, une qui est plutôt positive, pourrait-on dire, c'est que les Français sont des bosseurs et qu'ils ne lésinent pas à la tâche. Il y a peut-être aussi une histoire de rythme. La version moins glamour, c'est ce que ça dit de la vie moderne hyperactive dont nous n'arrivons pas à nous protéger. Page 175, phonétique, la prononciation de E. Exercice 1. Chérie, c'est l'heure. Quelle heure? Je ne vois pas. Nous devons partir, mon cœur. Nous devons faire partir ton corps? Quelle horreur! Tu es malade? Moi, malade? Mais mon cœur... C'est bien ce que je dis, ton corps. Mais tu me parles de l'or. Oui, c'est l'heure des adieux. Lors de nos derniers adieux, page 175, exercice 3. A. Je le lui donne. B. Elle le lui explique. C. Nous les lui présentons. D. Tu le lui apportes. E. Vous les lui donnez. F. Il le lui prend. G. On les lui envoie. H.
il les lui offre. Page 177, document E. L'appli qui facilite l'accès aux médecins. Bonsoir Georges Aoun. Bonsoir Bénédicte. On va parler santé avec vous. Vous êtes à la tête de Concilio. Vous permettez une mise en relation rapide avec les meilleurs spécialistes médicaux. De quel constat êtes-vous parti ? Je suis parti du constat, nous sommes partis du constat qu'un utilisateur aujourd'hui est perdu. Quand on a un problème de santé, quand on se retrouve confronté à une maladie, on ne sait pas comment accéder aux soins. Et on n'a pas quelqu'un qui puisse nous aider. C'est-à-dire un médecin, le médecin généraliste ? Un médecin proche qui, justement, quand vous avez un problème, vous l'appelez, il vous dira 2 secondes, je vais prendre mon téléphone, appeler mes anciens collègues et vous trouvez le bon spécialiste le moment venu. Mais il faut connaître quelqu'un. Il faut connaître quelqu'un, il faut avoir un proche dans la famille qui a fait des études de médecine. Notre objectif, c'est de démocratiser cet accès. Je voudrais un stomatologue, je voudrais un ORL. Je voudrais un cardiologue, je voudrais un orthopédiste. Moi, je sais que jusqu'à aujourd'hui, j'aurais eu tendance à appeler mon médecin traitant. La problématique n'est pas tellement d'appeler ou pas le médecin traitant. La problématique, c'est qu'une fois, par exemple, j'ai déjà une maladie, comment je fais aujourd'hui pour m'assurer que j'ai... Page 181, document K. Ensemble, c'est mieux. Allez Nico, viens avec nous faire du sport dans notre équipe de la fac. Oh non, l'effort c'est pas mon truc. En fait, je n'arrive pas à tenir l'effort. Tiens, par exemple, même le vélo. Je ne peux pas vous suivre dans votre balade du vendredi après-midi. Vous faites 30 kilomètres. Ah, mais attends. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a plusieurs groupes. C'est vrai qu'un groupe fait 30 kilomètres, mais il y a 2 autres groupes qui font des tours beaucoup plus courts. Au début, c'est vrai que ce n'est pas facile de faire 30 kilomètres, mais tu peux commencer par le groupe des 10 kilomètres. Et les progrès sont très rapides si tu le fais régulièrement. Mais je suis nul en sport. Bon, tu commenceras avec 5 kilomètres et tu verras. Tu seras fier de toi quand tu auras fini. 5 kilomètres ? Oui, et progressivement, tu augmenteras la distance. Et dans 2 mois, tu auras réussi à parcourir entre 15 et 20 kilomètres, j'en suis sûre. Oui, mais tous les autres du groupe vont se moquer de moi. Tu sais bien que le but n'est pas de chercher la performance. C'est une manière d'être ensemble en dehors du contexte de l'université. Donc d'apprendre à se connaître différemment, voir que tout le monde vit des difficultés aussi, et que le reste du groupe peut aider. Tout le monde s'encourage, tu sais. Vraiment. Page 184, document L. Comment bien choisir son sport ? Priorité santé sur RFI. Bonjour, docteur Sen. Bonjour Sandrine. Alors, vous nous conseillez souvent de faire une activité physique ou sportive, hein, c'est normal, c'est votre boulot. Et en ce début d'année, nombreux sont nos auditeurs à avoir de bonnes résolutions. C'est vrai, on veut faire du sport, mais pouvez-vous nous dire comment bien choisir son sport, quand on débute par exemple, et d'abord les erreurs à éviter ? Eh bien, Sandrine, il faut d'abord se faire plaisir. Hein. Bon, ça sert à rien de se forcer lorsqu'on va faire du sport. Il faut essayer d'y aller d'un bon entrain parce que c'est la meilleure façon de tenir en fait sur la longueur, de faire que ces séances vont pouvoir se répéter. Donc la première chose, c'est la notion de plaisir. Et puis il ne faut pas se presser lorsqu'on va choisir ces séances parce que il ne faut pas hésiter plusieurs fois par semaine à faire différentes séances comme du vélo, de la marche, de la natation, des exercices au sol, parce que évidemment quelquefois on va s'engager, on va prendre des abonnements et puis 3 mois après on se rend compte que c'est pas le sport qu'on souhaitait faire. On est tous passés par là. Voilà. Alors bien se renseigner sur le coût, bien sûr, sur le coût notamment. Page 186, détente. Sport et santé. Après avoir passé tant d'heures chaque jour à utiliser mes neurones penchés sur des textes littéraires, j'ai absolument besoin d'activer mes muscles et de développer mes réflexes. Ça m'aide à évacuer toutes les tensions liées à la rédaction de ma thèse. J'adore la montée d'adrénaline liée à la pratique de mon métier, et même dans ma vie personnelle et mes loisirs. J'adore l'aventure, prendre des risques, être toujours dans l'action. J'aime m'occuper des autres. En fait, j'aime offrir par... Unité 12, cultiver les talents. Page 189, document B. Le bruit des mots. Mon père amenait cette pomme, vous faites bien de le souligner, et quand on les mangeait,
on devait fermer les yeux. Et quand vous fermez les yeux en mangeant une pomme, vous entendez comme les bruits des pas dans la neige. Ça fait quatch, quatch, quatch. Et là, mon père disait, c'est ça la neige en Europe, alors qu'il n'a jamais été là-bas. Ah, mais je suis en train de comprendre, la pomme, c'était exotique. Pour nous, c'est exotique. Un fruit exotique, c'est un fruit qui ne se trouve. Page 191, phonétique, la prononciation des voyelles nasales, exercice 1. Le capitaine Jonathan, étant âgé de 18 ans, capture un jour un pélican dans une île d'Extrême-Orient. Le pélican de Jonathan, au matin, pond un œuf tout blanc, et il en sort un pélican lui ressemblant étonnamment. Page 192, document E. D'Henri Cartier-Bresson à Sofical. On m'a offert un très beau livre de photos de Bettina Reims. Qui est-ce? Une photographe française. Et qu'est-ce qu'elle fait comme style de photo? Elle a fait beaucoup de portraits de stars françaises dans des décors surprenants, dans le genre photo de mode. Je ne connais pas. Moi, comme photographe contemporaine française, j'aime bien Sofical. Je la trouve drôle. Et ce qui me plaît dans son travail, c'est qu'elle met sa vie en scène, elle écrit et elle photographie. La semaine dernière, j'ai lu un de ses livres que j'avais acheté la semaine précédente à une exposition. À la librairie du musée, j'avais envie d'acheter des tas de livres. Mais c'est très cher. J'aurais regretté le lendemain. Et l'exposition, elle était intéressante? J'ai adoré. Il y avait surtout des photos de Raymond Depardon. Lui, il a des choses à dire sur le monde contemporain. C'est émouvant, humain. Et j'aime ces photos prises sur le vif, dans la rue, comme si on voyait le mouvement. L'inventeur de l'instantané, c'est Henri Cartier-Bresson. C'est vrai. Un homme génial. Un des créateurs de l'agence Magnum. Quand l'agence a-t-elle été créée? Dans les années 40, après la guerre, je crois. Lui, il avait vraiment du talent. Il a... Page 197, document K. L'art de l'aquarelle. Vallène mit des années à comprendre ce que cherchait exactement Bartlebooth. La première fois qu'il vint le voir, en janvier 1925, Bartlebooth lui dit seulement qu'il voulait apprendre à fond l'art de l'aquarelle et qu'il souhaitait prendre une leçon quotidienne pendant 10 ans. La fréquence et la durée de ces cours particuliers firent sursauter Vallène, qui se trouvait parfaitement heureux quand il avait décroché 18 leçons en un trimestre. Mais Bartlebooth semblait décidé à consacrer à cet apprentissage tout le temps qu'il faudrait et n'avait apparemment pas de souci d'argent. Bartlebooth non seulement ne connaissait rien à cet art fragile qu'est l'aquarelle, mais n'avait jamais tenu un pinceau et à peine davantage un crayon. La première année, Vallène commença donc par lui apprendre à dessiner et lui fit exécuter des exercices de perspective. Au bout de 2 ans, Bartlebooth parvint à maîtriser ses techniques préliminaires. Le reste, affirma Vallène, était simplement affaire de matériel et d'expérience. Ils commencèrent à travailler en extérieur, au parc Monceau, sur les bords de Seine, au bois de Boulogne d'abord, puis bientôt... Page 200, document M. WIP, nouvelle revue littéraire. C'était un peu plus de 3 ans après mon accident. Les journées n'émergeaient presque pas de la brume du matin. En fait, j'avais un petit resto qui était un resto clando, carrément le style maquis africain et tout ça, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire de sympa ici? Ils sont 3 compères au départ, Mamadou Fedior dit Mam, barman en quête de culture qu'on vient d'entendre, Karim Misquet, écrivain, et Sonia Rollet, journaliste à RFI. Leur idée est d'accueillir des auteurs de tous horizons pour lire leurs textes en public. Ainsi naît le Pitch Me, bar, restaurant, café littéraire. Babacar Diop, cuisinier, peintre à ses heures perdues, est un fidèle du lieu. Chacun donne son point de vue et je trouve ça vraiment intéressant. Il n'y a aucune gêne. Les gens qui viennent aussi, c'est toute classe sociale et c'est ça qui est intéressant. Il y a du bissap, du gingembre et voilà quoi. Ainsi, au bout de 3 ans de café littéraire, naît la revue WIP Littérature sans filtre aux éditions Cartala. Sonia Rollet, directrice de la publication. On a constaté qu'en tout cas dans le Work in Progress, il y avait beaucoup de talents qui n'avaient pas encore trouvé l'éditeur. Et puis après, bon, évidemment, il y a des auteurs qui sont déjà édités. Donc cette revue, c'est un peu le mélange des deux, de cette
nouvelle scène de la littérature qui a du mal parfois à se faire reconnaître, etc. Et aussi l'idée